qui vont vous présenter cette session. Merci. Merci Catherine. Catherine Décuper, l'organisatrice du Chef World Summit. Et on démarre tout de suite avec cette première session. Nous allons accueillir avec Régis Marcon des participants qui vont représenter l'excellence du modèle français. La formation des cuisiniers aujourd'hui, c'est le premier thème de ce congrès et c'est pas pour rien. Régis, on va juste présenter les participants de ce congrès. Denis Ferraud, vous êtes responsable du lycée hôtelier. Oui, bonjour, je suis le proviseur du lycée Paul Augier à Nice. Je suis le voisin de l'étape, moi j'ai beaucoup de chance. Éric Briffard, le cordon bleu. Oui, bonjour à tous. Éric Briffard, je suis cuisinier tout simplement, déjà pour commencer. Et ça fait 3 ans que j'ai pris la direction de l'Institut Cordon Bleu à Paris. Voilà. Bruno Demonte, l'école Ferrandi à Paris. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis seulement chef d'établissement, pas chef de cuisine. Sonil Bahadour. Là. Ah, elle est partie avec le micro? Non. Hello, my name is Sunil Bahadur. I'm from the Netherlands. I'm a chef de étoile, and I come from far. And I will explain it later, okay? Donc vous avez la traduction simultanée avec les casques pour Sonil. On parlera avec Sonil qui est chef notamment de la manière dont il voit la formation à la française. Christophe Quentin, Ducasse Éducation. Oui, je suis directeur académique en charge du développement des formations d'Alain Ducasse sur les différents centres et à l'international. Régis, je crois qu'il faut faire une petite intro. Pourquoi est-ce que cette session commence ce congrès? Bonjour à tous, bonjour à toutes. On a quand même, ils ne le disent pas parce qu'on est en plein concours, on a 3 meilleurs ouvriers de France devant nous, des anciens, et puis des anciens. Et quand tu disais seulement chef d'établissement, il faut bien se rendre compte que cette formation, ce ne sont pas que les chefs, c'est un ensemble de partenaires, d'acteurs de la formation, et Dieu sait si un chef d'établissement est important. Hein, je ne te le fais pas dire. Hein. Il ne faut surtout pas rabaisser ton rôle. Alors, rapidement, pour lancer le débat par rapport à l'excellence française, la formation, j'aimerais qu'on ne parle pas que de cuisine, mais aussi de service, parce que vraiment, Denis est là, et ce n'est pas lui qui me démentira, ni les autres orateurs aujourd'hui. On travaille ensemble. On travaille même ensemble avec tout le monde aussi de l'accueil, de la réception, bien entendu. Qui n'a pas entendu cet été, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais je crois que ça rebondit encore plus dans nos têtes, en France, même à l'étranger. Moi, j'ai vécu dans un travail avec l'éducation nationale dans tous les métiers. Dans tous les métiers, on cherche des collaborateurs. Dans tous les métiers. Mais chez nous, c'est d'autant plus crucial qu'on en recherche beaucoup plus. On estime, là, on fait toujours attention avec les chiffres, à 100 000 emplois non pourvus. C'est énorme par rapport à la demande. Alors, on se débrouille. C'est peut-être ça aussi, j'aimerais, quand chaque orateur s'exprime sur son centre de formation, sa vision de la formation générale, qu'on ait quelques mots, je ne dis pas pour amener des solutions, parce que les solutions, elles s'ajoutent les unes aux autres. On n'en a pas. La solution n'est pas comme ça, et elle n'arrivera pas du jour au lendemain. Non, c'est paradoxal en même temps dans notre métier, le métier de la cuisine surtout, qui ont le vent en poupe, très médiatisé, les chefs, etc. De même que cours de cuisine foisonnent, cuisine amateur, de partout on voit les cuisines affichées complets, ces cours de cuisine, parce que le Français, la Française a envie de recevoir, a envie d'apprendre auprès des chefs, auprès des professionnels, la cuisine pour recevoir. Donc, et quand on parle de gastronomie française, quand on regarde dans les sondages, il y a d'abord que représente la France pour vous, Français et Françaises. Il y a le drapeau, mais derrière, il y a la gastronomie. Comme quoi, c'est très paradoxal parce que, en même temps, pas assez de jeunes viennent dans nos métiers pour aller justement aller à la demande. Alors la demande, elle est en plus beaucoup plus importante puisque de plus en plus de restaurants se montent, donc automatiquement beaucoup de demandes. Et puis il y a un effet aussi des groupes de restauration qui tirent les jeunes qui sont en formation.
Alors rapidement, on lance vite le débat parce que ça va être très court. Je vais être très rapide. Anne, je disais 100 000 emplois pourvus. Derrière, c'est à peu près 40 000 jeunes qui sortent du système scolaire ou apprentissage. 20 000 grosso modo système scolaire. À peu près 16 000 en apprentissage et 5 000 contrats pro. Vous voyez, c'est à peu près le... Derrière, c'est surtout ce qui se passe. On a 40 000. Il faut savoir qu'un tiers d'apprentis vont arrêter et 2 tiers au bout de 3 ans en système scolaire. Donc, vous voyez le déchet. Non seulement c'est regrettable, mais ça coûte très cher. Ce n'est pas perdu pour tout le monde parce que voilà, ça ouvre vers d'autres marches. Voilà, vous avez devant vous des chefs d'établissement, des responsables de formation, un chef qui nous donnera un petit peu sa vision qu'on peut voir en Hollande où ça bouge beaucoup. Denis, par rapport à un lycée, je ne me trompe pas, public, on est d'accord? Un peu campus aussi, puisque je crois qu'il y a aussi un CFA. Donc on est dans cette phase de campus créée depuis 2013. Intéressant d'avoir sa vue. Voilà, la parole est à vous. Et puis, je sais que vous n'êtes pas des bavards au terme de dire on va dire ce qu'on fait chez nous. Non, je sais que chacun, vous allez amener la petite note qui nous intéresse tous pour voir un peu ce schéma, ce qu'est la formation par rapport à l'emploi qu'il y a derrière. Et puis la question qu'on voulait poser aussi, c'était est-ce que la formation des cuisiniers, l'excellence à la française, le modèle français, qu'est-ce qu'on en pense aussi aux Pays-Bas? Vous nous direz, Sonil, tout à l'heure. Peut-être, Régis, est-ce qu'on ne commencerait pas par le Cordon Bleu, qui est l'une des plus anciennes, avec Éric Briffard, une école qui a plus d'un siècle, 120 ans? Voilà. C'est ça? Oui, 122 ans. Et quelques? Le Cordon Bleu 1895, par une femme, Marthe Oui. Distel, qui était journaliste. Et pendant 30 ans, le chef Pellapra sera enseignant au Cordon Bleu à Paris. Le Cordon Bleu a eu 3 écoles à Paris. Oui. Et ensuite, en 1934, ça a été à Londres et New York en 1942. Donc ensuite, Monsieur André Cointreau, de la fameuse maison La Liqueur, a repris l'image Le Cordon Bleu il y a environ 35 ans. Et aujourd'hui, il y a 40 instituts à travers le monde. 40 instituts à travers le monde. Est-ce qu'on peut... 130 nationalités, 20 000 étudiants diplômés par an. Donc on a un réseau qui est très fort aujourd'hui sur les 5 continents, qui continue de se développer à raison de 2-3 établissements par an. Donc aujourd'hui, ça a été Monsieur Cointreau, qui, à part la liqueur, qui n'était pas du métier, a vu depuis 35 ans qu'il y avait un véritable déficit dans le monde de la formation de nos métiers. C'est vrai qu'en France, on est très bien lotis et j'ai eu la chance d'être dans un centre de formation d'apprentis quand j'étais jeune, mais il y avait un vrai déficit. Beaucoup de chefs à travers le monde. Je travaillais à Tokyo dans les années 88. Il y avait déjà beaucoup de chefs, Monsieur Paul, qu'on pouvait rencontrer régulièrement et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait un manque de formation, à part quelques écoles d'ici et de là. Et ça a été une belle vision pour Monsieur Cointreau qui sortait d'HEC et de Sciences Po. Et il a quand même eu cette humilité de vouloir faire des écoles de cuisine. Son point de force, c'est qu'il a voulu prendre que des chefs de métier. Donc automatiquement, il a vraiment dirigé ça et il y a une belle représentation à travers le monde, avec une belle reconnaissance. Comme on dit, on n'est pas prophète dans son pays, parce que c'est vrai qu'en France, le Cordon Bleu est très peu connu. Donc on vient malgré un beau succès rue des Lhoms pendant de nombreuses années, puisque ça ne s'est pas démenti depuis 1895, le Cordon Bleu a toujours été vivant à Paris. Et là, on vient depuis 2 ans déménager, on est dans le 15e sur la quai de Seine, et on a un super joli bâtiment de 5000 m², j'ai 1000 m² de potager sur le jardin, sur le toit, Rose Garden, et ça permet d'avoir aussi de la formation auprès de tout ce qui est organique. On fait vraiment un potager en récupérant l'eau de pluie, en respectant vraiment les systèmes. Voilà. Donc je vais en arrêter là. Moi, ce que je retiens dans ce que dit Eric, c'est dès le départ, on a accueilli que des professeurs qui ont connu l'entreprise, en fait, des professionnels, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important. Si on le voit, on en reparlera certainement. Et aujourd'hui, après avoir fait 40 ans de métier, d'avoir été le chef du Plaza Athénée, le chef de l'hôtel Georges V, l'adjoint de Joël Robuchon, si je me suis dirigé là, c'est que il y a un sentiment de transmission qui m'est cher. Je suis dans le compagnonnage depuis l'âge de 19 ans, donc il y a cette valeur de transmission qui est là dès le début. D'ailleurs, dans tous les professionnels au quotidien, on n'est que dans la transmission du geste, de l'attitude.
Et aujourd'hui, mes valeurs, c'est surtout de donner ce que j'ai appris dans mon métier. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a les techniques, et c'est fondamental, mais ça va bien au-delà. Comme me dirait M. Joël Robuchon, il y a les valeurs. Et les valeurs d'un métier, c'est ça qui porte à endurer des métiers avec le temps. Et c'est important de diriger dans la rigueur, dans une rigueur professionnelle, nos étudiants. Peut-être, Sonil, vous pourriez nous dire si aujourd'hui un cuisinier étranger qui a envie de se former, est-ce qu'il va tout de suite penser à venir en France ou à aller dans une école qui a une école à l'étranger mais qui est une école française comme le Cordon Bleu? Est-ce que ça va être encore aujourd'hui toujours sa première idée tout de suite? Peut-être il veut présenter. Maybe you want to introduce to present your restaurant. Yeah. Yes. And thank you to. Oh, wait a minute. Thank you to invite me here in Monte Carlo, and that's first. My name is Sunil Bahadur, and I'm an owner and chef from restaurant De Lindenhof in Nune. That is south part of the Holland. It's a little village. First, I tell you about myself a little bit, and then after that, I tell you what I do with the students to come so far like I did. Okay, because yes, I was come from Suriname. It's like French Guyana there, and my first parents they come from India. And when I was 9 years old, I come from with my parents to Holland, to the Netherlands, sorry. And yes, you know, the people from India, they like to cook like the French people do also at home. And they cook with spices and that kind of things. But yes, I was very naughty boy when I was little. And my mother say, you don't go to play outside, you know. And then she say, you stay in the kitchen. You see how I cook. And that gave me inspiration to cook. And after that, I go to the school to learn things and that. But I was, yes, I see the television and I see Paul Bocuse and that. I want to be like him, you know. But after years ago, I say, okay, I start my own restaurant. I learn everybody, but I start my own restaurant. In 1995. And it was difficult for me to get a job. And after I get the job and I go far, I say I want to be my own. I want to have my own restaurant. In 1995, I start a restaurant, and 10 years later, I get a Michelin star. Because, and what was it? I cook only the French kitchen. I make salade niçoise, I make consommé and that kind of things, you know. And also nice dishes from the French cuisine like turbot, cati, that kind of things. But after one Michelin star, I say, what I'm doing, you know, everybody do the same. I want to be not a chef like that. And then I turn my kitchen. I turned my kitchen because I was not happy. Not from the kitchen that the French people do nothing, but I have nice culture. My parents, they come from India, first parents, and in Suriname they live, and the Japanese people, the Chinese, the Ghanas, and everywhere. And there my mother has the kitchen, and she knows it all. And after that, I start my restaurant, and yeah, 10 years later, I get the second star in 2014. And after that, in 2016, I get my master Belgium, my master in the Netherlands. But the young people, they come to me. It's very difficult for me to do it in English, but because I can do it in Hindi, but also in the Netherlands, but you don't understand that. And that's my background made me the businessman I am today. You know, when I asked to tell about today for this training, it's something that I close for my heart. I was once a boy from Suriname. Sorry. And then I only believe, now I am a chef with a restaurant.
to show my, because, and yes, and I have always been attracted to young people and immigrants, you know, and because the immigrants, and it was difficult to me to get a job. And that's why I train now the immigrants people also, because if you want to be a part of an, you want to be a part of the society, you know, then you must work also hard. And yeah, sometimes they don't want it. And it was for me also difficult. Okay. I have always attracted, but most of them if they signed a contract in my restaurant, they didn't know what they going to do. They, the kitchen start at 9 a.m. and in the morning, and they finish 1 o'clock a.m., you know? I know. That means 16 hours work a day for the students. But there is a lot of pressure in my restaurant also, but in another restaurant also. And only, yes, the best will be stay, you know, because it's too difficult to work so long in a restaurant. But I go only for the best, and otherwise you go home. It's my philosophy. That's why this is the selection of the motivation from people for me. Do you want, sorry. Yeah. On va peut-être demander aussi aux autres participants d'intervenir sur... Bien sûr. C'est remarquable en même temps. C'est là qu'on voit que la formation, c'est un peu des relations gagnant-gagnant. Hein. C'est pas de dire il y a un formateur, il y a un professionnel qui t'apprend et derrière tu regardes. Il faut aller la chercher. Il est allé chercher loin cette formation. D'abord par son parcours et puis cette mixité, sa maman, etc. Donc c'est ça la formation. Et de donner sa chance aux jeunes qui viennent aux Pays-Bas aujourd'hui. Bien sûr. Ok. Bravo. On va continuer après. Oui. Oui. After that. Yes. Okay. On passe un peu dans les métiers du service, on sort un peu de la cuisine, même On se s'il rapproche s'occupe de Denis aussi de Ferraud. cuisine, bien entendu. Denis, donc on se connaît Oui. déjà depuis longtemps, ne serait-ce que par nos activités. Puis, C'est vrai. Lycée de Nice, Paul Augier. Lycée Paul Augier, oui. Comme le disait très justement Régis, nous avons la chance au lycée Paul Augier en fait d'être aussi le support d'un campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Oui. Puisqu'on réunit au sein de ce campus le Greta, le CFA. Tout ça est basé sur le lycée de Nice, mais pas seulement, puisqu'on a des formations sur Menton et jusqu'à Toulon. On est également partenaire avec les organismes privés de formation et on est en lien avec la CCI, les syndicats professionnels et tous les organismes professionnels de formation. alors en quoi le campus, quand tu le vois, puisque tu es dedans, peut aider un petit peu plus à la formation, faire sortir les jeunes plus facilement de ce cursus dans la qualité, bien entendu? Alors, on le vit déjà au quotidien parce que nos jeunes ont changé. Ça, c'est un constat, hein, et on ne les changera pas. Ça, c'est autre chose qu'il faut bien entendre aussi. On ne les changera pas dans le sens où maintenant, ils ont d'autres attentes. Et parfois, effectivement, ils n'ont pas la niaque ou la motivation qu'on pouvait avoir, nous, quand on a commencé. Mais elle vient. Elle vient au cours de la formation. Donc, ils nous demandent beaucoup de patience. Les chefs peuvent en témoigner, on peut en témoigner. Et tout le monde doit en témoigner, et ça nous demande beaucoup d'énergie. Et des fois, on est déçus parce qu'on les voit partir, ou on ne les voit pas s'investir avec la même envie qu'on aurait pu avoir nous. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Mais grâce à un campus, eh bien justement, on peut aménager les parcours. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui démarrent dans ce qu'on appelle la formation initiale. Oui. Et puis ensuite, ils vont se dire « Oh, l'école, c'est un peu long. Moi, il y a trop de cours. J'ai envie de passer un peu plus dans le concret, un peu plus dans le vrai. » C'est pas qu'on n'est pas dans le vrai dans l'école, mais c'est vrai qu'on conceptualise beaucoup, on intellectualise beaucoup, et ça ne correspond pas à tout le monde. Donc ces jeunes peuvent aller après soit sur de la formation en apprentissage, soit sur de la formation continue en Greta, et c'est ce qu'on appelle des passerelles. Et grâce au campus, eh bien, on trouve ces passerelles sur un même endroit, on n'a pas obligé de tout remettre en cause dans sa formation. Donc ça, c'est des parcours intéressants. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des formateurs qui interviennent aussi bien dans la formation initiale pour des élèves, mais aussi dans la formation continue avec des adultes. Oui. Parce que ça leur oblige à donner un autre regard, à avoir une autre approche pédagogique, et donc de s'adapter, là encore, parce que c'est toujours à l'enseignant de s'adapter et non à l'élève de s'adapter, pour trouver ce qui va accrocher, ce qui va motiver, ce qui va définir leur parcours. Voilà, ça, c'est des points vraiment importants, et
Et le campus, c'est vrai, c'est l'avenir. Notre ministre, M. Blanquer, veut développer les campus. Il parle même de campus d'excellence. On va se positionner sur cette démarche de campus d'excellence au sein de Pôle Augier, parce que la Côte d'Azur, il parlait de 100 000 emplois non pourvus, c'est 30 000 emplois non pourvus. Donc très souvent, on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites? Où vont vos élèves? Mais oui, si on regarde sur l'ensemble de nos élèves, ils sont vite absorbés par le marché, j'ai envie de dire local, mais aussi international, puisqu'on parlait d'international, et on a la chance que nos formations soient extrêmement bien reconnues à l'étranger, parfois mieux reconnues à l'étranger que chez nous aussi. L'excellence du modèle à la française, oui. C'est quoi pour vous? Alors, une des choses, c'est qu'en France, on apprend beaucoup le savoir-être, en plus des enseignements que l'on donne. Et ça, on nous le dit tout le temps, et pour discuter avec d'autres collègues qui sont dans d'autres formations du tertiaire, ils disent, vos jeunes qui sortent d'une école hôtelière, moi je suis banquier, moi je suis assureur, je le prends. Parce que la relation client, c'est quelque chose que vous leur avez appris tout de suite. Ils savent se tenir, il y a des uniformes, on a imposé un uniforme, donc ils portent un uniforme tous les jours. Il y a des codes vis-à-vis de leurs professeurs, vis-à-vis des clients, parce qu'ils sont souvent en relation client aussi, qui leur sont imposés. Et c'est quelque chose qui leur reste. Et comme on dit toujours, nos parents nous l'ont dit et on les en remercie, la bonne éducation, vous pouvez rentrer partout. Et on donne cette bonne éducation en plus des enseignements effectivement très variés, dont le service, parce que c'est vrai que le service aujourd'hui est un peu dans l'ombre des tocs des grands chefs, comme je dis. C'est eux qui sont sortis de la cuisine et c'est nous qui restons un peu trop à l'office. Mais là aussi, les jeunes, ils sont motivés, ils ont beaucoup de choses à apporter, ils ont beaucoup de choses à dire, il faut savoir les écouter. Moi, je le dis, on accueille chaque année à peu près 600 nouveaux étudiants, élèves, ils ont envie. Alors, dans les 600, il y en a peut-être une centaine qui ne sont pas vraiment déterminés, mais il y en a 500 qui ont vraiment envie. Plus que leurs parents. Leurs parents, parfois, qui ne sont pas issus du métier, effectivement, comme le disait le chef, ne comprennent pas qu'ils vont faire 11 heures, 12 heures, 14 heures dans une journée, qu'on va dépasser un petit peu ce qui est écrit dans la convention. Mais ce qui est important, c'est quand le patron, quand le chef, quand le formateur leur donne quelque chose dans l'entreprise, on ne les entend jamais se plaindre. Quand je dis leur donne du savoir, leur donne du temps. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, pour rebondir sur ce que dit Denis, pour bien faire comprendre, tout le monde a compris, bien évidemment, mais par rapport aux chiffres, il faut savoir que dans l'orientation, c'est là où on va faire beaucoup d'efforts, justement, sur la nouvelle réforme, vous avez approximativement 20% de jeunes qui rentrent dans le système scolaire, voire en apprentissage, qui sont convaincus de ce qu'ils vont faire. Je vais faire la cuisine, je vais faire du service. 20%? Oui. Pas tant que ça, hein? Non. Vous en avez 40 sur les chiffres de 2017. Oui. Vous en avez 40% qui viennent là par défaut. Tu n'as pas des notes formidables, va vers les métiers, ça on connaît. De moins en moins, mais quand même, il y a encore 40%. 40% qui viennent là par défaut. On les envoie parce que voilà, il faut aller vers un métier, parce qu'ils n'ont pas assez de bonnes notes en matière générale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le ministre a intervenu, puisqu'il n'y a plus de quotas maintenant. Oui. Et l'orientation ne sera plus que le seul fait, la seule responsabilité du prof principal. Ça, c'est une chose qui est acquise. Dès 2019, ça sera en place. Les autres 40%, c'est sur eux qu'il faut travailler. Même les autres aussi, bien entendu, c'est pourquoi pas. On y va, on va voir. Et c'est d'ailleurs ce qui explique un peu la nouvelle réforme. Quand on rentre, je parle pour le niveau bac pro, on va être cette première année qui va être vraiment pour ces 40%, même pour les autres, bien entendu, où on va aller un peu vers tous les métiers. On va faire cette première année, pas en cuisine, pas en service, pas en hébergement, dans un ensemble, pour justement, voilà, pour qu'on capte chez eux les capacités, l'envie surtout, de dire, tiens, je suis venu un peu pour la cuisine et finalement, je vais peut-être aller pour le service. Je suis venu pour la cuisine, je vais peut-être aller à la réception. J'ai un projet derrière. Ça, c'est important. C'est le but, justement, du campus. Le campus, malgré tout, ce sont des murs, ce sont des réseaux, bien sûr, mais vous rentrez en apprentissage CAP, mettons, puis vous apercevez, et surtout, le corps enseignant est là pour dire, mais continue, tu peux peut-être faire un bac pro, tu peux peut-être aller faire un BTS, why not? Et le campus aide justement à ce que ces jeunes aillent le plus loin possible, je dirais, à la fois dans la formation, et puis surtout continue et n'abandonne pas, parce que chez nous, c'est 33%, quoi. C'est le chiffre le plus haut. On a encore 2 exemples d'excellence à montrer aujourd'hui. L'école Ferrandi, Bruno Demonte, on peut dire quel est votre ADN en quelques mots, l'ADN de la maison Ferrandi? Grande école, là, bien sûr. Grande école. Merci. On me demande souvent la recette.
de Ferrandi. Alors, je ne l'ai pas, hein, je ne la donne pas, je dirais plus que c'est... Vous ne l'avez aussi- pas ou vous la donnez pas? Les deux. Mais disons que c'est plus sans doute un état d'esprit aussi dans cette Ouais. maison qui existe depuis, alors moins longtemps que la tienne, puisque moi c'est 100 ans. Mais quand même, qui- vous n'êtes pas loin. Voilà, on n'est pas très loin. Mais moi je me suis un peu interrogé sur ce modèle d'excellence à la française dans nos Oui. formations, déjà parce qu'on part du présupposé qu'on a un modèle et qu'il Oui. est excellent. Alors, est-ce qu'on a raison Alors, ou pas? Alors, je pense qu'on peut expliquer en tout cas qu'on a effectivement un modèle et qu'il n'est pas mauvais. Il n'y a qu'à entendre d'ailleurs le témoignage d'Éric pour voir que le cordon bleu s'est développé à l'international et on y apprenait quoi? On y apprenait le modèle français. Mais ça renvoie à quelque chose, à mon sens, et c'est pas pour être cocardier, hein, on part d'un postulat qui est un modèle d'excellence. C'est qu'on a sans doute aussi un modèle d'excellence gastronomique français. Et qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que la formation à la française est réputée. Le premier facteur, c'est sans doute un facteur historique qui est lié à l'histoire de la gastronomie française. Le deuxième facteur, c'est celui qui est lié aussi à l'histoire de la formation, ou en tout cas à l'idée de la formation professionnelle culinaire en France. Et le troisième facteur, qui est plus, je dirais, le fruit de ces deux histoires, c'est la mixité que nous avons et qui a été aussi annoncée, dite par mon collègue de Nice. C'est la mixité du type d'établissement que nous avons en France, à savoir des établissements publics de qualité et des établissements privés de qualité. Un maillage? Un maillage qui est très riche. Oui. Et sur l'histoire culinaire de la France, il faut voir que notre modèle gastronomique, il est mondial depuis 400 ans. Alors évidemment, il y a 400 ans, la mondialisation s'arrêtait à l'Europe, mais néanmoins, il a donné le pas d'une gastronomie internationale qui ne se dément pas tout à fait toujours aujourd'hui. Donc ce modèle français gastronomique, quelque part, donne aussi un modèle de formation derrière. Évidemment. Le deuxième sujet, mais tout cela est lié, c'est que la France a été le premier pays, je pense, ma culture est peut-être pas assez étendue, à théoriser la cuisine. Je ne parle pas de livres de recettes, il y en a depuis l'Antiquité, hein, des livres de recettes, mais vraiment elle a théorisé pour écrire cette grammaire de la gastronomie qui est devenue une gastronomie internationale, mais qui part des bases d'une grammaire française. Le troisième élément historique, c'est aussi la généralisation du concept de restaurant qui est apparu après l'Ancien Régime, donc à la chute de l'Ancien Régime. Je fais vraiment un raccourci, hein, et c'est vrai qu'après la Révolution française, sont apparus les restaurants quasiment, bon, je vais le prendre dans l'acception moderne du terme de restaurant, et que donc est apparu le métier de chef, la fonction de chef, et très vite derrière, une profession s'est organisée. Typiquement française, quoi. Oui, Hein? ça c'est un modèle français. Et cette profession, elle s'est organisée à travers des sociétés. Hein. La première, c'était 1840, je crois. Oui. Société, j'ai noté ça, la Société des cuisiniers français. Et eux ont eu l'idée, en 1840, de créer la première école professionnelle. Je dis bien l'idée parce que ça n'a pas donné tout de suite lieu à la création de cette école, mais cette école, elle a été créée pour promouvoir la cuisine bourgeoise et le repas d'affaires. Et donc former des chefs pour faire cela. D'accord. Et alors c'est très moderne en même temps, même si c'est très vieux. C'était créer une école pour former des professionnels, faire des concours et promouvoir les produits français par des expositions. Donc finalement, hein, on continue dans nos différents réseaux de chefs à faire la même chose. Et puis c'est 40 ans plus tard, en fait, et ton école est une illustration, c'est 40 ans plus tard que les écoles se sont vraiment développées, les écoles professionnelles. La première a été fondée à Paris, rue Bonaparte. Elle avait déjà 3 niveaux de diplôme, enfin en tout cas de certification, ce n'étaient pas des diplômes comme on les entendait. Et là, le fait important sur cette école qui a été créée rue Bonaparte, c'est que même si elle avait une subvention d'État, déjà, donc on peut dire que voilà, c'était le début des établissements publics, mais ce n'était qu'une subvention,
Les cours étaient donnés par des chefs bénévoles et des chefs connus ou moins connus, voilà, dont Auguste Escoffier. Il faisait partie de cette école. Bon, après, il y a eu, évidemment, cette école a fermé, puisque l'État a retiré ses budgets, comme quoi il faut vraiment que l'État continue de donner des budgets aux écoles. Raccourci. Aujourd'hui, à Ferrandi, ils sont plus bénévoles, les professeurs. Alors, vous n'avez pas gardé non, ça? j'ai un corps professoral permanent, mais ce qui est bien pour une école, d'ailleurs, ce qui fait partie d'un modèle français aussi. J'ai un corps professoral permanent, mais j'ai toujours des chefs qui viennent aussi bénévolement travailler avec nous. Et puis, le dernier point, c'était la mixité de ces, du maillage, du type d'établissement, qui, je crois, est une richesse en France, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'établissement public, enfin, où tout l'enseignement est payant. Et nous, on a la chance d'avoir des établissements payants, des établissements gratuits, de l'apprentissage, du temps plein. Enfin, tout ça, ça fait la richesse du modèle français. En initial, en continu. On verra tout à l'heure, on passera peut-être en revue à Ferrandi, c'est du CAP au bac plus 6. C'est du CAP au... Oui, je n'ai pas parlé de l'école parce que le sujet... Voilà. On va y passer. Je rebondis sur rebondissez, Régis. Ce que dit Bruno. Merci pour la petite page d'histoire en même temps. Il faut regarder aussi le schéma français. On peut parler d'excellence, mais moi, ça ne me satisfait pas tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon, etc. Mais le schéma a beaucoup changé. Je voyais, il y avait Jacques tout à l'heure qui me parlait d'apprentissage. Pour lui, c'est j'ai démarré dans une maison et j'ai appris mon métier pratiquement que dans le restaurant. Oui. L'apprentissage a énormément baissé. C'est l'apprentissage qu'on peut trouver maintenant qui monte, c'est des jeunes qui ont 22 ans, 18 ans, voire qui sortent de bac et qui vont vers un apprentissage d'1 an ou 2. Et ça, c'est plutôt bien. Mais il faut le reconnaître, et même moi-même, mes enfants, de moins en moins, on envoie les jeunes en apprentissage pur dans un restaurant. Pourquoi ? On passe beaucoup plus par l'école. Voilà, parce que peut-être on a envie de... Le terme n'est pas juste, les protéger, pourtant c'est pas le mot juste, je dirais, mais de plus en plus, donc on passe par l'école. Et le système scolaire le veut. Alors, forcément, on a un maillage. Quand j'ai commencé la cuisine en 70, il y avait peut-être 6-7 écoles hôtelières en France. Dans Nice, Toulouse, Grenoble, Paris, Clermont-Ferrand, il n'y en avait pas 50. Il faut savoir qu'actuellement, c'est 326 à peu près lycées hôteliers en France. 322, 320, ça dépend, il y en a qui a fermé la semaine dernière pour causes différentes, 321 des CFA. Donc, et on a institutionnalisé un système qui fait qu'on met presque en concurrence les CFA lycées hôteliers. Oui. C'est là qu'on a beaucoup de peine en France parce qu'on ne s'y retrouve pas. Il y aurait d'un côté un peu les mauvais presque. Vous allez faire le CAP parce que vous ne réussissez pas à l'école, il n'y a que le métier qui peut en sortir. Soit, c'est une réalité, et très bien si ça peut sortir. Et puis ceux qui se débrouillent à peu près, on va les envoyer au lycée hôtelier avec beaucoup de doutes. Je vous en parlais tout à l'heure. Et ça, on souffre vraiment de ce problème-là. Et le but, je reviens à ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de rassembler tout ça. Oui. Le campus des métiers est là, justement, pour avoir à la fois ce système scolaire et à la fois l'apprentissage. Pour pas que ce jeune il se trouve dans un tourbillon, dans un endroit ou dans un autre, et il ne peut pas en sortir. On y va au mérite. Et il y a quelque chose qui est important aussi dans le paysage, c'est que beaucoup d'écoles hôtelières, beaucoup de maires veulent avoir son école hôtelière. Maintenant, ça a passé, heureusement. Moi, je vais avoir ma petite école hôtelière. C'est bien. Il y a le restaurant d'application. Super. C'est presque son restaurant, pas du village, parce que c'est des villes un peu plus importantes. Mais on a perdu en qualité, ça, il faut le savoir. Ce n'est pas de pointer du doigt telle ou telle corporation, simplement, on entre de plus en plus, et Christophe ne me démentira pas, beaucoup de jeunes professeurs n'ont pas connu l'entreprise. Alors, c'était du 10%, c'est du 20%. On est à 44% en lycée hôtelier de formateurs qui n'ont pas connu l'entreprise. Ils n'ont connu que sous forme de stage. Qu'est-ce qui a fait rêver Eric? Qu'est-ce qui a fait rêver Jacques? Qu'est-ce qui m'a fait rêver alors que je ne voulais pas faire de la cuisine? C'est ce premier prof qui vous apprend la cuisine, qui vous apprend le service, mais qui vous fait vibrer parce qu'il a eu cette expérience. Et ça, c'est pas facile parce que là, c'est le chat un peu qui se mord la queue parce qu'il faut savoir que
Nous, on ne trouve peut-être pas facilement des collaborateurs, mais l'éducation nationale, c'est pareil, on ne trouve pas des formateurs. Donc ça devient un petit peu compliqué. L'importance justement de réactiver cette envie de former, cette envie d'apprendre le métier. Et on le doit à ces formateurs qui ont connu l'entreprise. Alors justement, on va parler avec Christophe Quentin de ce choix des formateurs, parce que chez Ducasse Éducation, vous avez une façon assez particulière justement de voir le côté tutorat aussi. Et pour vous, c'est très important ce choix des formateurs qui vont donner envie. Oui, tout à fait. Je vais revenir sur Ducasse Éducation un petit peu plus tard dans mes propos, mais je vais rebondir sur les propos de Régis. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation des formateurs est quelque chose qui pêche un petit peu sur le système public en tout cas. Ayant passé 25 ans dans l'enseignement public, j'ai une vision un petit peu large de ce qui se passe. Lorsque j'étais en cuisine dans un lycée hôtelier, mes deux profs de cuisine que j'ai eus, il y en a un qui avait travaillé au Berkeley à Paris. Il avait été le sous-chef d'un jeune chef de parti qui s'appelait Joël Rebuchon, entre autres. Et Georges Pouvel, quand il me racontait au fur et à mesure de l'apprentissage des gestes, ses différentes expériences, quand il avait passé le Prosper Montagnier, ce beau concours, ça nous faisait vibrer. On avait des étoiles un petit peu dans les yeux. Derrière ça, j'ai eu un autre enseignant qui, lui, avait travaillé sur le France. Alors, quand il nous raconte son expérience à travers les différents pays, les différentes cultures qu'il a rencontrées, ça vous donne envie. Ça vous donne envie d'aller plus loin et ça vous ancre, ça vous accroche vraiment au cœur. Donc ça, c'est vraiment très important de partager cette expérience. Aujourd'hui, comme le disait Régis, les formateurs sont recrutés dans la foulée d'un BTS, d'une licence, d'un master, et ils n'ont que quelques mois d'expérience souvent lorsqu'ils enseignent. Et ce que j'ai peur, c'est que cette excellence du modèle français s'effiloche tout doucement. Aujourd'hui, si je vous apprends à découper classiquement une volaille en 4, demain, mon élève de BTS va devenir formateur, mais on sait très bien que quand on passe le message autour d'une table, lorsqu'il vous revient, ce message est déformé. Donc ce que j'ai peur, c'est que tout doucement s'effiloche ce savoir, cette finesse, cette exactitude. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut, je pense, veiller. À côté de cela, il y a aussi un deuxième paramètre aussi dont il faut tenir compte, c'est les volumes horaires d'enseignement pratique dans les écoles, dans les centres de formation. Aujourd'hui, apprendre un métier ou en tout cas dispenser de la formation hôtelière en général, culinaire plus particulièrement, coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il y a des locaux qui sont dédiés, purement dédiés, on ne peut pas y faire autre chose dans une cuisine. Ce sont des mètres carrés qui sont entretenus par des régions, ce sont des formateurs qui sont payés par l'État. Et en cuisine, on met un formateur avec 12 élèves, à côté d'un professeur de français qui a 36 élèves dans sa classe, c'est 3 fois plus cher en termes horaires. Donc tout ça il faut le prendre en compte. Et forcément, lorsque on diminue les horaires, on peut imaginer que la formation, on va la repousser vers les professionnels en leur disant débrouillez-vous de la partie pratique et nous, à l'école, on va garder que peut-être la partie théorique qui coûtera bien moins cher. Donc c'est vrai qu'il y a actuellement, je trouve personnellement, cette déliquescence toute douce de la formation, et j'ai peur que le modèle français dont Bruno Demonte parlait tout à l'heure avec le nombre d'écoles qu'il y a à travers le monde, l'exemple de Eric, ce que disait Régis, le nombre d'écoles qu'on a en France qui a un maillage extraordinaire, et je pense que des élèves des écoles hôtelières en France, il y en a maintenant à travers le monde partout. On n'a pas ici de représentants de l'école de Lausanne qui ont un réseau d'anciens extraordinaire, mais si on était arrivé en France à réunir et à fédérer une association des anciens des écoles, on serait, je veux dire, avec un réseau très puissant. Et alors, Christophe, pour aller plus loin, là, vous nous faites un peu peur quand même par rapport à ça. Oui, mais il faut le dire. Il faut le dire. Donc, justement, allons plus loin et dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, en urgence, pour qu'on garde ce savoir-faire ? Ce qu'il faut, bien, écoutez, c'est donner du goût aux jeunes de rester dans nos métiers lorsqu'ils rentrent à l'école, en leur donnant ce pourquoi ils sont venus. Un élève qui frappe à la porte d'une école hôtelière, il a envie d'apprendre son métier, il a envie de cuisiner, il a envie de servir, il a envie de faire des métiers de l'hôtellerie en général. Il faut lui donner ça.
Alors c'est peut-être un petit peu le contre-pied de cet exemple que l'on a pris chez Ducasse Éducation. Alors on est une jeune école, quand on parle au 100 et 100 quelques années Oui. de mes deux collègues. Vous êtes la plus jeune. Là. Oui, on est les petits derniers, mais ce sur quoi on table, c'est à la fois un nombre d'heures de pratique par semaine qui est quand même très important. On est à 30 heures de pratique dans Oui. tous les programmes confondus. On a également des enseignants, des formateurs qui sont des formateurs qui viennent de la profession. La plupart, pour certains, des restaurants d'Alain Ducasse, mais aussi d'autres secteurs. Et puis, on travaille aussi sur la qualité des produits. Ça, c'est aussi important. Mais ça, c'est là un petit peu l'ADN du Oui. chef Ducasse sur ce terrain-là. Bon, ce sont 3 marqueurs importants, mais on se facilite aussi, il faut l'avouer, la tâche, parce qu'on recrute des personnes qui ont 18 ans, qui ont un baccalauréat. Donc, quelque part, on se débarrasse, il faut le dire, de cette formation initiale qui est quand même très nécessaire. Je veux dire, on ne peut pas former un cuisinier, quelqu'un seulement lui apprenant des gestes culinaires. Il faut le former pour devenir un homme et un professionnel demain qui ait tout un raisonnement global. Donc, on table sur ces connaissances qui sont acquises en lycée précédemment pour pouvoir les évoluer. Les gens qui viennent nous voir à partir de 18 ans ont souvent des projets assez mûrs. Des gens qui ont vraiment envie. Donc, ce côté passionné, ils l'ont. Et c'est un peu plus facile de les amener vers le haut que quelqu'un qui arrive dans une école, j'ai bien connu, de jeunes qui, comme le disait Denis tout à l'heure, hein, il faut arriver à les ancrer, à les garder, c'est pas toujours simple. À leur donner la niaque. Des fois par disait défaut. Denis. Ouais, leur donner la niaque. Et là, il y a une énergie considérable dans les lycées hôteliers, les centres de formation qui est dépensée pour des fois une déperdition aux grandes dames des professionnels qui nous disent mais où ils sont vos élèves des écoles? Quand ils sortent, on les voit pas. Ils se sont fondus dans le paysage. Certains sont encore dans la profession, d'autres sont partis justement dans d'autres secteurs parce que ça intéresse beaucoup les banques, les assurances. Le plus grand employeur d'élèves d'école hôtelière actuellement, c'est quand même Orange. Et les garages. Parce que le savoir-être, Bien sûr, oui. c'est ça qu'ils Oui, ont oui, acquis oui. avec vous. Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est important. Il y a un point sur lequel je voudrais également aborder, c'est parce qu'on parle d'école, on parle de formation, mais derrière, il y a aussi la jointure avec la profession. Oui. Ça, c'est très important. C'est très important parce que des stages, les élèves de toutes les écoles font des stages en entreprise. À un moment donné, ils sont confrontés à cette réalité. Et il faut aussi que l'école et la profession, bien sûr, travaillent très étroitement ensemble. Mais je pense qu'il faut aussi travailler sur la formation des tuteurs en entreprise. Alors, comment est-ce qu'on les forme au mieux, Alors, ces tuteurs en entreprise? pas une réponse. Bon, je te rejoins. Vas-y. C'est des sujets qu'on aborde souvent. On a mis en France, il y a maintenant, ça va faire 5 ans, le permis de former. Sauf qu'il n'a pas été très bien expliqué, pas toujours compris par la profession. C'est une formation. Elle est bien trop courte, 2 jours. Ce n'est pas un professionnel qui n'est pas pédagogue en 2 jours qui veut le devenir. Ouais. Non, là, on est en train d'étudier, justement, pas quelle étude, puisque c'est déjà dans la réforme, je dirais des relations beaucoup plus étroites. Ça existe, hein, ce n'est pas non plus absent, mais beaucoup plus étroites sur des rencontres entre les tuteurs en entreprise et les formateurs, justement pour voir. Et ça, c'est vraiment le trépied. En même temps, il ne faudrait pas se voiler la face. On a devant nous les grandes écoles françaises, mis à part une grande école, bien entendu, mais publique. On a affaire quand même à des études qui sont quand même... tout le monde ne peut pas, tout jeune ne peut pas se permettre d'aller à Ferrandi, Ducasse ou Cordon-Bleu. Il faut savoir que quand même le gros des jeunes vont dans les lycées hôteliers ou en apprentissage. Alors, par rapport aux formateurs, dans la nouvelle réforme, ça va être obligatoire, l'immersion des formateurs qui vont être obligés de venir une fois par an en entreprise. Alors, ça a deux raisons d'être. D'abord, de faire le rapprochement, justement. Nous, on le fait à la maison. Quand on a un formateur qui vient à la maison une semaine, on s'échange le portable, on discute. Oui. Et toi, à l'école, comment ça se passe? Il nous explique un peu les problèmes qu'ils peuvent avoir. Vous le mettez en cuisine, Bien sûr. j'espère, votre formateur. En cuisine ou en service, parce qu'on a aussi des formateurs en salle. Mais il observe ou il fait? Non, ils font. Non, ça ne marche pas, l'observation. Non, et ça crée une relation qui dure généralement. Et le jeune, il se retrouve. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on met en place. Il le faudra, tout doucement, qu'on arrive à créer
ce rapprochement qui, c'est pas de dire c'est la faute d'un côté ou de l'autre, qui s'est fait par le temps. Souvent, quand on a discuté avec le ministre, il dit, vous savez, un formateur, vous savez comment on le voit, il vient à la maison pour remplir des cases. Et nous, on remplit avec lui. Et on se fourvoie dans ce système-là. Parce que les cases, il y en a tellement, entre le savoir-être, la technique, etc. Est-ce qu'il a fait la sauce machin? On remplit vite parce qu'on n'a pas une heure devant nous non plus. Et on se fourvoie complètement. J'ai dit à un moment, Monsieur le ministre, il faut aller beaucoup plus loin dans ce rapprochement école-entreprise. Si c'est juste une visite qui n'est pas toujours faite par un prof de cuisine ou de service, parce que eux, ils ont beaucoup d'établissements à avoir, des fois c'est un prof de français, ben, très bien, pourquoi pas, mais c'est toujours un peu compliqué. Donc, rapprochement école-entreprise, là, on adhère complètement, bien entendu. On était. Éric? Tout à fait d'accord, à tel point qu'il n'y a pas très longtemps que je suis au Cordon Bleu et je vais créer une école des chefs, comme ça, comme on a 130 chefs dans le monde actuellement qui enseignent. Je pense qu'il est plus qu'important de les ramener à la maison pour leur remettre une piqûre, pour revoir s'ils ont bien respecté les codes, déjà les bases de la cuisine française, qui sont primordiales. Et puis également, après, c'est développant, parce que tout évolue, tout est en perpétuel mouvement, et la cuisine évolue très vite également. Donc on ne peut pas être dans l'enseignement et se dire c'est bon, je suis là, et éternam et tout. Donc il est important que tous les établissements, comme à Ferrandi ou avec Alain Ducasse, on soit en perpétuel au contact de l'industrie, au contact des besoins de l'industrie et de tout ce qui se bouge. Donc c'est important que les formateurs, bien sûr, doivent être formés, doivent continuer d'aller dans les entreprises. Et ce que je fais, j'envoie aussi mes chefs dans des entreprises pour reprendre une piqûre d'un service, de se faire mal. Et puis parce que sinon, à un moment, vous perdez l'âme même de votre métier, vous perdez l'ADN de votre métier. C'est comme pour les petits producteurs de qualité. Moi, c'est important dans la formation qu'on parle des produits, qu'on parle de tout ça. D'ailleurs, l'Institut Ferrandi, l'Institut de Monsieur Ducasse et Paul Bocuse, d'ailleurs, on a tous signé la charte de la saisonnalité du Collège culinaire de France pour qu'on ait vraiment une formation qui soit complète. Donc, tout ça, ça doit être dans les tripes du chef enseignant. Aujourd'hui, un chef enseignant, il doit être habité, la transmission, quelque chose de grave quelque part. On donne un message. Une responsabilité. Complètement. Moi, un illustre inconnu qui finalement m'a donné vraiment le pied à l'étrier dans l'école, comme le disait Christophe, et c'est le premier déclic, c'est ça qui est fantastique. Qui va donner envie. Voilà. Après, j'ai eu la chance bien sûr de continuer, d'évoluer, mais c'est le premier qui compte, c'est celui qui vous fait pétiller, etc. les yeux. C'est lequel qui vous avait fait pétiller en premier? Moi, c'était Gabriel Bourgeois, qui est illustre inconnu, c'était quand même un garçon qui avait fait des belles armes à Paris et qui avait travaillé à l'hôtel Georges V. Voilà. Et en fin de vie, je lui annonce que je reprends l'hôtel Georges V. Donc je peux vous assurer que la transmission, elle était très forte. Et voilà, il y avait un sentiment, etc. Donc, juste un petit tout à l'heure, il s'est dit quelque chose sur la codification. La codification, c'est Auguste Escoffier. Oui. Et quelque part, c'est vrai que la France a su codifier sa cuisine. Et beaucoup de pays aujourd'hui, moi je le vois au sein du Cordon Bleu, on a le Premier ministre Abe au Japon qui a demandé au Cordon Bleu de codifier une partie de la cuisine japonaise. Imaginez, c'est quand même quand on connaît le Japon avec cette fierté qu'ils peuvent avoir insulaire. Et finalement, parce qu'effectivement, on a une manière d'organisation, une manière de conceptualiser nos techniques qui font que, en Chine, c'est la même chose si on regarde bien. Les grands chefs chinois, comme on l'a été des fois un peu en France aussi, des fois on partait un peu avec nos secrets. Aujourd'hui, c'est quand même ridicule et aujourd'hui, il est important qu'on puisse aussi continuer à codifier. Et je terminerai simplement, moi, toutes ces valeurs que j'ai en moi et que je porte, ça, c'est des valeurs que je pense qui sont universelles. Quand on parle des produits aujourd'hui, effectivement, on a la chance en France d'avoir des climats différents qui font qu'on a des vraies saisons. Ce n'est pas le cas partout. Quand vous habitez à Dubaï, malheureusement, mes étudiants qui repartent à Dubaï, ils disent il est bien gentil, mais moi, je ne peux pas faire ça là-bas. Ouais. Mais malgré tout, je pense que dans chaque pays, on a la chance d'avoir une diversité culturelle, alimentaire, qui aujourd'hui, on doit préserver absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux envoyer aux jeunes, parce que moi, c'est déjà trop tard, mais les jeunes, c'est important qu'ils s'approprient les bons produits, et il y en a partout dans le monde, et qu'ils essayent de les préserver, et à travers ce côté ancestral qu'on a eu. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est bien la fusion, ça amuse un petit peu et tout, mais il n'y a rien de mieux quand même que
que depuis la nuit des temps, il y a eu des échanges qui ont construit cette diversité culturelle alimentaire. Et pour moi, c'est quelque chose également de fondamental que je passe dans l'enseignement. On parlera de la charte de la saisonnalité juste après. Voilà, j'aurais aimé revenir sur un point quand on dit qu'est-ce qui va faire qu'on va garantir l'excellence demain. Oui. Il y a un point qui a été abordé dans le cadre de la réforme et j'en remercie Régis parce que je sais qu'il a l'écoute, l'oreille très attentive de notre ministre. C'est sur les formateurs. Il est envisagé, et j'espère que ça va se concrétiser, Régis, que les professionnels qui arrivent à la cinquantaine, qui veulent changer, justement, qui disent j'arrive à un âge, j'ai envie de transmettre maintenant, j'ai envie d'être auprès des jeunes et de faire ce métier différemment. J'ai obtenu des postes de chef, de directeur de restaurant, etc. C'est le moment. C'est le moment. Ouais. Seulement, oui, j'ai quitté l'école très tôt, j'ai acquis une très belle expérience, je n'ai pas un master et je ne peux pas enseigner. Or, j'ai une vraie expérience, j'ai une vraie valeur ajoutée et j'ai vraiment là quelque chose à transmettre. Et il se dit, et j'espère que ça va se concrétiser, que les gens qui ont une véritable expérience métier, que ce soit dans la cuisine, dans l'hébergement ou dans le service, vont pouvoir valoriser cette expérience comme on valorise son expérience pour des examens, pour devenir formateur sans passer par un master. Et là, on pourra à nouveau... Moi, j'ai beaucoup de professionnels qui viennent me voir, qui me disent « j'aimerais enseigner ». Quand je leur montre un peu les conditions, et puis qu'il faut passer par le master, etc., ça devient difficile. Ça paraît assez évident, d'ailleurs. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ça, c'est une piste. Les professionnels, à la retraite ou pas, vont pouvoir entrer dans l'enseignement éducation nationale à partir d'une VAE, ce qu'on appelle une VAE, validation d'acquis de l'expérience, avec des stages qui vont être maximum 15 jours. Donc, vous vous rendez compte, c'est court, 15 jours professionnels en 15 jours. Donc, oui. on apprend un petit peu à s'exprimer, côté pédagogique, par rapport à leur acquis déjà, leur expérience. D'accord. Et la réforme l'a mis en place à partir de 2019. Bruno. Non, mais je me réjouis d'entendre ça parce que je ne l'ai pas souligné à Ferrandi. Oui. J'ai des profs permanents, vous m'avez posé la question, mais ces profs permanents, ils sont tous recrutés après un minimum de 10 années d'expérience professionnelle. C'est un minimum. Donc vous n'avez Souvent, pas des ils ont professeurs plus. qui sortent de l'école et qui deviennent professeurs. Non, ils ne sortent pas de l'école et justement, un des écueils était le niveau des diplômes, alors qu'ils avaient des superbes parcours dans des très belles maisons. Alors, on arrivait, à force de notes argumentées auprès des rectorats, à obtenir des équivalences, mais c'était vraiment au bon vouloir, à l'appréciation. Si ce process est vraiment officialisé, je trouve ça très bien. Parce que dans le petit historique, j'espère pas trop long, que j'ai fait, il y a quand même un point commun, une ligne, un point fondamental à mon sens, c'est l'implication des professionnels qui a fait ce modèle français. Oui. Et il faut que ça demeure. La codification, c'est bien de la poursuivre, mais on ne va pas la poursuivre seulement entre pédagogues. Il faut la poursuivre avec les professionnels. Et à mon sens, c'est vraiment la pierre angulaire du modèle français, c'est que les référentiels doivent rester, doivent évoluer avec la profession et la représentation des professionnels. On va arriver bientôt au bout, mais je voudrais que Sunil nous dise, quand vous voyez aujourd'hui un chef qui a été formé en France, est-ce que tout de suite, ça vous donne envie de le prendre dans votre équipe? I think I think we have the same problem in the Netherlands always, and because young people is hard to find. And in Holland, of in the Netherlands, they closed the restaurant. They open 4 days because they don't want to work long time and many hours, and that's why I do it. Because I don't have the problem, because I'm a chef. I'm with my students. I'm always be there for them, and I work also hard. They work like me, and that's why I get the student young to me. I don't have that problem, but the many college in Holland, of the Netherlands, they have the problem. They must close their restaurant, and they work 4 days. They don't have lunch more, because it's a problem we have. Everybody, also in German, I have speak some chefs. They have the problem also with young students. But this day, I think, the young people think they have 2 tattoos, and they look on YouTube film and they
think they are chef, you know, because it's 3 months later. I don't say that young people not are good, because they are doing very well. The media, the social media brings many things to them, and then but in my restaurant I don't have problems with to find chefs, because they come. As chef, you must be also there for them, because I know I have worked with many big chefs, but yeah, you don't see. They are always in the kitchen to work with them and to explain them what are you doing, why you so, and to make a joke, you know, and that's why I do now in my restaurant, and many students will stay with me because they have respect me that I work also like them they do. I'm not the boss there, I'm between them, you know, and sometimes you must do nice things with them, and then they will stay. And I motivate them because I have put many students. They have their own restaurant, and also young people. And yeah, they think, yes, chef. On parlait de la place, voilà, la place aussi des chefs avec leur équipe, etc. C'est vrai que vous nous donnez un témoignage aussi de la manière de manager dans la brigade. On arrive au terme de cette session. Est-ce que ça serait bien que Christophe Quentin donne le mot de la fin? Oui, je le donnerai après. Par rapport à l'ADN de l'école Ducasse Éducation aujourd'hui, beaucoup d'élèves, beaucoup de professeurs, des gens qui sont passés par Alain Ducasse dans les maisons, vous apportez quoi comme message principal aux gens qui viennent se former chez vous? Notre objectif reste de toute façon qu'ils aient une insertion facile et rapide dans la profession. C'est vraiment notre but, c'est que très rapidement à la sortie, ils aient un emploi au niveau du diplôme ou de la formation qu'ils sont venus suivre. C'est le cas. Le centre de formation d'Alain Ducasse au départ était dédié à la formation professionnelle, donc on va dire au perfectionnement des chefs sur 2 à 3 jours par semaine. Progressivement, on s'est aperçu qu'il y avait un marché de reconversion, et donc il y a énormément de gens qui sont d'autres métiers, qui sont des changeurs de carrière, et qui viennent à un moment donné pour bien sûr se remettre sur l'hôtellerie, plus particulièrement sur la cuisine. Et depuis peu, on a abordé un marché qui est un petit peu plus large, qui est de la formation initiale avec des bachelors, entre autres. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, c'est vraiment de leur mettre le pied à l'étrier très rapidement, avec une formation intensive qui est vraiment très pratique. Voilà, c'est un petit peu la démarche que l'on suit, avec des moyens qui sont aussi bien sur l'école d'Argenteuil que celle de la pâtisserie à Yssingeaux. Oui. Mais aussi sur les 2 centres qu'on a à l'international. L'objectif reste le même partout. C'est vraiment qu'ils se professionnalisent rapidement et s'insèrent rapidement. Le mot de la fin, Régis, puisqu'on arrive je pense que c'était riche, forcément. Ce qu'on retient, pas mal d'écoles de qualité, une formation qui est en plein bouleversement, on se pose des questions. Mais je dirais, une des questions essentielles actuellement, c'est le porte-à-faux que peut avoir l'enseignement par rapport à l'entreprise. Ce porte-à-faux, c'est quoi? On est en train de se mentir. On apprend aux jeunes la cuisine, le service dans les écoles, très bien. Mais il y a aussi tout le code de travail derrière. On sait qu'il y a certaines heures, etc. Et l'entreprise, on n'est pas capable. On ne peut pas faire 35 heures dans une cuisine et apprendre le métier. Il ne faut pas se cacher la face. Il y a un moment où il va falloir trouver des compromis. La profession devra changer aussi. Ça va être difficile parce qu'il y a les contraintes financières, etc. Mais si on n'arrive pas à un moment à s'entendre sur ces problèmes, que le jeune qui est en école ne se retrouve pas dans l'entreprise parachuté en disant « c'est pas ce qu'on m'a dit à l'école ». Et c'est là, je crois, l'essentiel. On pourra arriver justement à ce que ces jeunes perdurent dans le métier. Voilà. Je vais remercier chacun des participants. Régis Marcon, Denis Ferraud, l'école Paul Augier à Nice, Éric Briffard, le Cordon Bleu, Bruno Demonte, l'école Ferrandi, Sonil Bahadour,
qui est à Neuhof, aux Pays-Bas, et Christophe Quentin, Ducasse Éducation. Je vous remercie beaucoup. On n'a évidemment pas assez de temps pour aller encore plus loin sur ce que vous avez commencé à toucher du doigt avec comment on est en porte-à-faux par rapport à l'apprentissage. Et c'est quelque chose que vous verrez aussi un peu plus tard dans l'après-midi avec Régis. Justement, ce qui est intéressant dans le World Summit, c'est qu'on est appelé à être là pendant 1 ou 2 jours. Et le débat, il continue à table, il continue entre nous. Chacun s'exprime à sa façon et avec ses idées. Et c'est ça qui est riche. Bravo à Catherine pour cette initiative maintenant qui est 3e année. Bravo. Et nous allons enchaîner tout de suite avec la saisonnalité qui est une responsabilité. Merci à chacun de vous. Et on va enchaîner sur la prochaine session. Célia Tunk, Arnaud Donkel, Alexandre Mazia, Anthony Genovese, Yoshihiro Narizawa et Joël Thiebaud sont attendus.